Bonjour à tous, je suis Mireille Gruber, la directrice de l'école de Chaillot, et je suis très heureuse d'ouvrir ces deux journées patrimoine actualité qui sont organisées à l'école de Chaillot par Béatrice Roederer et ses collègues, notamment Lydie Fouillou et Denise Lefebvre, et je vous en remercie par avance. Alors, vous le savez, chaque année, deux journées d'études professionnelles intitulées Patrimoine Actualité dans la série de nos formations sont dédiées aux élèves de l'école de Chaillot, que je salue et auxquels je demande de venir bien à l'heure. Et aux acteurs du patrimoine. Ce sont des journées qui sont ouvertes pour l'école sur un public professionnel plus large. Dans le cadre de ces journées, le schéma, c'est que des professionnels spécialistes proposent de croiser à la fois les doctrines, les outils disponibles pour l'analyse à la fois de l'œuvre et de l'intervention sur le bâti patrimonial, avec des études de cas pratiques qui peuvent porter à débat. Ces journées, conçues à partir de la thématique annuelle des cours publics, sont intitulées cette fois-ci « Patrimoine et expertise, l'enjeu énergétique », car elles font écho au cycle de nos cours publics qui se termine et qui portait, ou porte encore, sur le thème « Patrimoine et territoire, agir pour le climat au XXIe siècle ». Vous aurez compris que ce cycle de cours publics, et pour ceux qui l'ont suivi, fait écho à l'événement de la COP 21 qui avait pris place à Paris au mois de décembre et que nous avons accompagné à notre manière de cette façon. Une dernière conférence de ces cours publics, Béatrice, a lieu le 18 mai, et c'est Alberto Magnaghi, qui est l'un des créateurs du mouvement territorialiste italien, que je vous encourage à venir écouter. Sa conférence a dû être reportée à cause de la grève du 31 mars. Donc je reviens à nos deux journées actuelles. Elles vont examiner l'impact de la mobilisation institutionnelle, et notamment réglementaire, sur les pratiques professionnelles d'intervention sur le bâti ancien. Elles le feront au regard des nouvelles connaissances techniques qui irriguent ces pratiques. Le patrimoine, qu'il soit ancien ou moderne, est au centre de la réflexion et de la responsabilité publique face à l'enjeu énergétique, notamment parce que ce patrimoine doit être habité. Plus que jamais, dans ce contexte, l'architecte doit confronter son expertise spécifique à une série d'acteurs investis dans des processus de codification, de diagnostic, de valorisation économique ou sociale. Il doit être en mesure d'assimiler ces différents leviers pour renforcer ses capacités d'intervention, d'arbitrage et de synthèse dans le but d'agir pour une sauvegarde durable du patrimoine. L'enjeu énergétique requiert des adaptations à la fois culturelles et techniques, dont ces deux journées dresseront un tableau dont nous savons bien qu'il est tout à fait évolutif. Alors, la première journée a pour titre « Expertise patrimoniale et énergie, un enjeu public et collectif », et elle nous emmène vers le patrimoine dans toutes ses dimensions, mais plutôt plus ancien. Tandis que la journée de demain se concentrera sur le patrimoine du XXe siècle. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer cette première journée avec Michel Tilmont, que je salue, et qui a choisi comme thème et comme titre de cette première intervention, qui a pour rôle un peu de dresser le panorama global de cette journée, comment concilier performance énergétique et préservation des valeurs patrimoniales de notre héritage bâti. Alors Michel, tu es architecte urbaniste et urbaniste en chef de l'État honoraire. Tu es membre associé de l'Académie d'architecture.
Tu es membre de plusieurs commissions de débat public, à la fois à des niveaux locaux, particuliers et nationaux, sur des projets de grandes infrastructures, par exemple le réseau express Grand Lille. Dans le cadre de ces activités de débat public, tu es garante sur la concertation pour plusieurs projets d'aménagement. Je n'en citerai qu'un, Paris Nord-Est, pour le compte de la ville de Paris. Tu es membre du conseil d'administration d'ICOMOS France, dont tu es la trésorière, et animatrice du groupe de travail à ICOMOS intitulé « Patrimoine et normes ». Tu as été à l'origine de plusieurs colloques européens, dont j'en cite deux qui recoupent nos préoccupations aujourd'hui. Le premier, le patrimoine, un modèle de développement durable, et puis aussi un colloque sur le thème patrimoine et accessibilité. Tu as été déléguée ministérielle à l'accessibilité des personnes handicapées. Lis pas tout parce que... Secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA. Et effectivement, je passerai à un autre type d'activité qui me tient à cœur, qui est celui de directrice de deux écoles d'architecture, celle de Lyon et celle de Paris-Val-de-Marne. Tu as écrit des articles sur des thématiques ayant à voir avec l'économie d'énergie et les politiques urbaines, et notamment aux États-Unis, où tu as travaillé. Je te laisse la parole sur cette thématique, comment concilier performance énergétique et préservation des valeurs patrimoniales de notre héritage bâti. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais faire un cadrage assez rapide des politiques successives, des politiques publiques en matière d'économie d'énergie qui ont pris corps depuis la crise énergétique de 1914-1913, qui a été un coup de semonce assez fort et qui a enclenché toute une série de mesures pour la France, mais aussi pour les autres pays, et qui ont conduit aujourd'hui à s'intéresser à la rénovation thermique des bâtiments existants. Alors, on va voir si tout marche. Voilà. Donc aujourd'hui, l'avenir des villes se confond avec le futur de notre planète, et c'est vrai qu'il y a des indicateurs comme l'empreinte écologique qui montrent qu'on consomme beaucoup trop. Les Américains, c'est 5 planètes, nous, c'est 2,4. C'est un indicateur intéressant parce que, en fait, il est assez amusant, et je vous signale un excellent article de Wikipédia sur le sujet qui vous racontera tout. Mais c'est vrai que c'était un coup de semonce, et ce qui est intéressant à noter, c'est que les réductions possibles par les pays gros consommateurs ne peuvent toutefois compenser l'augmentation rapide de certains pays dont la population urbaine est en forte croissance, comme par exemple la Chine, qui a un réservoir rural d'encore à peu près 600 millions de personnes, donc ça veut dire des consommateurs futurs importants. Je vais essayer de passer des slides assez vite pour essayer d'engager un dialogue avec vous, parce que le point essentiel de mon intervention, c'est que je ne connais pas vos points d'intérêt, vos préoccupations spécifiques par rapport à ce sujet, et donc c'est un cadrage général, mais je vais le faire de façon assez rapide pour qu'il reste un petit peu de temps pour des questions de votre part. Alors, pour la France, ça s'est traduit un petit peu plus tard par, après une concertation, justement, puisqu'on parlait de concertation assez longue, concertation tout à fait remarquable, qui a été un modèle, celui du Grenelle de l'environnement, par 2 lois successives qui ont tracé la voie pour inventer les conditions d'une nouvelle croissance urbaine, plus économe, pour préserver nos ressources naturelles et pour plus de solidarité sociale, donc en conciliant technique, économique et sociale et culturelle. Donc l'ambition fixée par le Grenelle, c'est à la fois une réduction de la consommation d'énergie des bâtiments existants de 38% à horizon 2020, on y est presque. De 2050, c'est ce qu'on appelle le facteur 4, ce qu'on appelait le facteur 4 parce que depuis, il y a eu d'autres politiques qui se sont enclenchées à la suite du Grenelle, qui touchent donc les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les GES, et puis aussi la règle des 3 x 20 qui porte sur le recours aux énergies renouvelables. Excusez-moi. Donc, dans ces objectifs, le bâtiment est face à un défi majeur
parce qu'il est le plus gros consommateur d'énergie finale d'énergie, de consommation finale d'énergie, devant les transports, d'émissions de gaz à effet de serre et aussi sur le poids que cela porte sur le budget des ménages, puisque la part des dépenses en matière de logement sont relativement fortes. Alors, les politiques publiques s'attaquent à deux ensembles différents. À la fois, il s'agit de concevoir des méthodes pour réaliser des bâtiments neufs, basse consommation, ce qu'on appelle les BBC, qui se construisent maintenant de façon assez importante, et également des bâtiments à énergie positive, ce qu'on appelle les BEPOS, c'est-à-dire qui produisent théoriquement plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Il s'agit aussi, parallèlement, de développer des solutions spécifiques pour une modernisation durable des bâtiments existants, en tenant compte de leur hétérogénéité, notamment entre deux secteurs bien différenciés, celui des maisons individuelles et celui des logements collectifs. Alors, on a introduit dès le premier choc pétrolier, dès 1975, des mesures qui concernent ce qu'on appelle la RT, les réglementations thermiques, pour fixer des objectifs en matière de consommation, qui se sont renforcés d'année en année jusqu'en 2012 et qui devraient aller jusqu'à l'énergie positive des BEPOS dont on parlait tout à l'heure, mais qui n'ont touché l'existant, les bâtiments existants, que beaucoup plus tardivement. On s'est d'abord intéressé à la construction neuve, et c'est ensuite qu'on a intégré les bâtiments tertiaires, par exemple, et puis finalement, en 2005 et 2012, on s'est attaqué au patrimoine existant. On a à la fois des réglementations thermiques et puis des diagnostics de performance énergétique. C'est les étiquettes, les fameuses étiquettes qui sont liées à la vente ou à la location de biens immobiliers, que vous connaissez tous. Et globalement, ces exigences réglementaires, ces réglementations ont diminué par 3 les exigences entre 1974 et 2012, avec globalement, pour la rénovation, un objectif de 120 kW par heure d'énergie primaire par mètre carré et par an. C'est la mesure de la performance énergétique des bâtiments. Et pour le label basse consommation rénovation, un objectif de 80. Alors, c'est vrai qu'on ne s'était pas intéressé aux bâtiments existants avant 2005, et on y a été incité par des directives européennes, ce qui est souvent le cas en France. On transpose des directives européennes dans beaucoup de domaines, et les autres pays européens également, car on s'est aperçu, bien sûr, que le taux de renouvellement des bâtiments anciens par des bâtiments neufs n'était que de l'ordre de 1% par an, si bien que les bâtiments construits avant 1975 constitueront encore 60 à 75% du parc immobilier en 2050. Plus de 60% des logements existants en 2012 ont été construits avant la première réglementation thermique, ce qui explique un impact mitigé de ces réglementations. La cible prioritaire, c'est les maisons individuelles construites avant 1975. Et pour cela, on peut avancer sur 3 modes. Inciter au changement de comportement, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres quand il fait chaud, mais les fermer quand il fait froid, mettre des pullovers, etc., etc. Faire appel aux énergies renouvelables, bien sûr, et installer des panneaux solaires, du photovoltaïque, isoler les bâtiments, faire de l'isolation dans les parois, sur les toitures, changer les fenêtres, mais jusqu'où l'intervention est acceptable et compatible avec le maintien du caractère patrimonial, c'est tout le sujet qui vous intéresse au cours de ces 2 journées. Comment améliorer les performances énergétiques d'un patrimoine qui a fait la preuve de sa durabilité à travers les siècles, sans le dénaturer, sans lui faire perdre son authenticité. Alors, c'était le thème d'un colloque qu'a organisé ICOMOS France en 2010, avec du reste ses partenaires européens, les autres sections nationales d'ICOMOS.
et qui ont comparé l'application des directives européennes qui venaient d'être promulguées, notamment en 2010, et qui ont montré que, en fait, les bâtiments protégés étaient exemptés de ces obligations. Le niveau de performance optimal, c'est 120 kW par heure d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui a été retenu pour la France, mais à moduler en fonction des conditions climatiques, de l'usage du bâtiment et de son âge, ainsi que des coûts de rénovation pour les bâtiments existants. Si la rénovation coûte beaucoup trop cher, l'impact n'est pas très intéressant. Mais ces directives ont introduit la possibilité de dérogation pour les bâtiments protégés dont l'apparence serait modifiée, dit la directive européenne, de manière inacceptable par les rénovations. Reste à apprécier ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Cependant, pour nous, pour la France, c'est la richesse de nos paysages, tout ce qui est les bâtiments non protégés, les bâtiments vernaculaires en milieu rural, qui ont une forte valeur patrimoniale, qui sont aussi l'essence de la manne que représente le tourisme en France, le tourisme sur nos richesses culturelles et patrimoniales. Donc ces bâtiments non protégés qui ne sont pas protégés, il faut voir comment on va pouvoir les traiter et s'y attaquer. Alors sur le parc des logements existants, je vous montre un tableau qui repère la date de construction des immeubles, tout confondu, par rapport à leur étiquette énergétique, et qui montre en effet que c'est le parc le plus ancien, notamment le parc construit avant 1948, qui consomme le plus d'énergie, mais que progressivement, depuis les réglementations thermiques, émergent des nouveaux logements qui sont beaucoup plus performants, heureusement. Alors, la transposition de ces directives ont été introduites, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la réglementation thermique de 2005 et 2012, et fixent donc des normes, et en distinguant là les bâtiments construits avant 1948 et les bâtiments construits après 1948. Pour les bâtiments de plus de 1000 m² et postérieurs à 1948, on utilise une réglementation globale, qui donc est une réglementation qui vise à des rénovations relativement performantes, alors que pour les bâtiments antérieurs, qui sont justement ces bâtiments souvent à valeur vernaculaire ou à valeur historique, on impose une réglementation moins contraignante qui s'impose, qui est dite réglementation élément par élément. Donc le programme Battant, je n'en parlerai pas puisque il y a une intervention tout à l'heure qui fera le point sur cette recherche très importante pour les bâtiments existants. Je voudrais revenir sur les enseignements du colloque d'ICOMOS, que j'ai peut-être passé un petit peu vite, puisqu'il était proposé en conclusion de ce colloque de distinguer en fait trois types de patrimoine. Le patrimoine monumental, le patrimoine reconnu, qui serait intangible, sans aucune modification possible. Le patrimoine à valeur patrimoniale, qui serait sujet à des modifications mineures, et puis le patrimoine ordinaire, le patrimoine du quotidien, où elle pourrait être autorisée. Voilà, donc cette différenciation n'est pas reprise par la réglementation actuelle, et c'est vrai que les grands perdants actuels, c'est ce stock, puisqu'on s'attaque au stock avec les bâtiments existants, de ce patrimoine qui fait toute notre richesse. Donc je reviens sur un point important qui est la difficile mesure de la performance énergétique. Je crois qu'on en reparlera lors de cette journée, mais c'est vrai que fixer des normes, fixer une réglementation thermique, c'est très bien, mais si on n'arrive pas à mesurer les acquis ou le respect de cette réglementation, on est en défaut. Et cette mesure est difficile parce qu'elle montre,
constate que les consommations calculées sont généralement bien au-dessus des consommations réelles. Et on arrive mal à comprendre les raisons de cet écart, si ce n'est à travers les conditions d'occupation, les comportements des usagers et les conditions météorologiques. Donc on va se tourner au jour d'aujourd'hui vers une mesure globale de la performance qui sera faite à la réception des travaux et non plus par des bureaux d'études à l'amont, mais par des bureaux d'études au moment où les travaux sont finis, et non pas par rapport non plus à des consommations réelles. Alors aujourd'hui, on vient d'adopter pour la France un programme de rénovation énergétique très ambitieux, le PRÉ, qui a été repris dans la dernière loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui a pour objectif de créer une dynamique de massification de la rénovation, puisque l'objectif, c'est 500 000 logements par an à horizon 2017. On s'est laissé un an, un petit peu plus, pour mettre au point toutes les mesures d'application qui permettraient d'atteindre cet objectif. 500 000 logements, dont 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés, pour atteindre un parc rénové aux normes BBC Rénovation, soit 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an en 2050, c'est-à-dire il y a quand même un temps assez long pour arriver à rénover le parc actuel, mais ceci dans un contexte de crise économique et immobilière où on voit que la construction neuve n'est pas au plus fort, et qu'actuellement, la rénovation est estimée entre 160 000 et 265 000 logements par an, dont 50 000 rénovés par l'ANA sur des aides apportées directement aux propriétaires bailleurs. Alors, une question qui se pose, qui est intéressante à étudier, c'est celle du retour sur l'investissement. Il est évident que l'incitation financière peut être faite par des aides publiques, mais le propriétaire calcule pour savoir dans combien de temps il aura remboursé ses prêts et si le gain énergétique lui permettra de baisser sa facture. Le point difficile, c'est que tous les calculs sont basés sur une augmentation du coût de l'énergie, ce qui n'est pas forcément le cas pour les années futures. On estime que les rénovations, l'objectif pour les rénovations des bâtiments existants se situe entre 350 et 700 euros par mètre carré TTC. Ça peut être largement dépassé pour des rénovations globales, mais c'est le cas pour des rénovations plus partielles. Il faut savoir que les mécanismes de financement et les aides publiques ne rencontrent qu'un faible intérêt, notamment pour les copropriétés. C'est un sujet qui est travaillé par le plan bâtiment durable, qui est un instrument du ministère de l'écologie pour inciter tous les acteurs à bien faire, et qui travaille également sur deux marchés qui sont vraiment à distinguer. Le marché donc des grands bâtiments collectifs, résidentiels et tertiaires, c'est donc les copropriétés dont je parlais, qui font l'objet de rénovations lourdes sous la responsabilité d'une maîtrise d'œuvre qui régit cela. Et puis le marché de la maison individuelle, qui constitue en volume le premier gisement d'économie d'énergie à traiter et qui est confié à des artisans ou à des groupements d'artisans. Donc il y a un clivage assez fort entre ces deux marchés. Alors, dans la loi nouvelle sur la transition énergétique pour la croissance verte, il y a tout un volet sur la lutte contre la précarité énergétique, qui est un volet extrêmement important dans le contexte social actuel, puisque les derniers chiffres montrent que cela touche plus de 5 millions de ménages, soit près de 20% de la population. Donc, c'est vrai que si les gens n'ont pas l'argent pour se chauffer, ils n'ont peut-être pas non plus l'argent pour investir dans la rénovation énergétique. Il s'agit d'une population plutôt propriétaire, plutôt âgée,
logés dans le parc privé, qui résident essentiellement dans des maisons individuelles construites avant 1975 en territoire rural ou périurbain. C'est donc pour beaucoup ces bâtiments vernaculaires d'un intérêt patrimonial avéré, mais qui ne sont pas des bâtiments protégés. Alors aujourd'hui, on parle de bâtiments responsables plutôt que de bâtiments durables pour justement prendre en compte tous les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le contexte actuel de l'effort engagé par tous les pays pour diminuer la pression sur les ressources, sur nos ressources et notamment sur les ressources non renouvelables. Alors, la loi TECV, en raccourci, amplifie les dispositifs des lois Grenelle en augmentant les objectifs, avec une diminution plus forte des émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction plus forte de la consommation d'énergie finale, et pour augmenter la part des énergies renouvelables, pour diminuer celle de la production d'électricité nucléaire et réduire la précarité énergétique. Donc, ce qui nous intéresse en ce qui concerne les bâtiments existants, c'est l'article 14 de la loi qui modifie la réglementation applicable puisqu'elle oblige à des travaux d'isolation thermique. Je pense qu'on en reparlera aussi au cours de ces journées. En cas de gros travaux, si par exemple il y a des ravalements, des réfections de toiture, eh bien il y aura obligation d'une isolation thermique. Sauf en cas d'impossibilité d'un point de vue architectural, économique ou technique. Donc les impossibilités sont larges, il faudra voir comment elles sont définies dans les décrets d'application, mais il y a déjà un décret qui a été mis en consultation publique sur le site consultation publique du ministère, dont la concertation s'est terminée à la mi-mars et qui prévoit des mesures d'application de cette nouvelle règle. Alors, sont exemptées quand même toutes les constructions dans les secteurs protégés, les secteurs sauvegardés, les AVAP, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, s'il y en a encore, et ainsi que les sites et secteurs protégés au titre du patrimoine, les zones du patrimoine mondial, les bâtiments labellisés patrimoine XXe siècle. Alors, l'accord de Paris s'est en effet marqué cette responsabilité solidaire de l'ensemble des pays partis à la Convention des Nations Unies, 196, qui se sont réunis à Paris et qui ont finalement accepté par consensus d'adopter ce qu'on appelle l'accord de Paris. Et on peut se montrer relativement optimiste parce que l'Agence internationale de l'énergie a annoncé qu'en 2015, les émissions de gaz à effet de serre ont stagné alors que l'économie mondiale a progressé de 3%, ce qui est un signe qu'il y a une déconnexion entre les deux et que l'économie peut progresser même si on diminue la production de ressources. Avec une baisse des émissions des deux pays les plus émetteurs, la Chine et les États-Unis, et une forte croissance des énergies renouvelables. Alors, pour terminer, quelques éléments de prospective. D'abord, de fortes incertitudes sur le cours du pétrole, du baril de pétrole brut, puisque la pointe a été en 2008 de $144 et qu'il est redescendu en début d'année à $30. C'est des dents de scie dans les prix du baril qui influent bien sûr sur l'économie mondiale et sur toute l'économie de la rénovation énergétique. Alors, c'est aussi en prospective des efforts de recherche qui sont très intenses, qui sont à l'initiative de beaucoup de pays pour des ruptures technologiques. C'est des recherches privées comme des recherches publiques sur les capacités de stockage de l'énergie, de capture du gaz carbonique, de la pile à hydrogène et du remplacement des énergies fossiles par des énergies de substitution.
Voilà ce que je voulais rapidement vous présenter ce matin, et je vous remercie de votre attention, et bien sûr, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.